J'ai étudié à l'université de Liège en Belgique jusqu'à avoir ma maîtrise en sciences économiques. Après cela, je suis allé à l'université de Grenoble en France pour faire un 3e cycle diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscalité. Après avoir terminé, je suis allé à Paris, à l'Institut supérieur de gestion pour faire un 3e cycle en finance internationale. C'est là que j'ai rencontré mon frère et ami Martin Fayoulou. Après, je suis allé aux États-Unis pour faire un diplôme qu'on appelle MBA, Masters of Business Administration, diplôme de maîtrise en administration des affaires, en banque et marché financier dans le Wall Street à New York. Et après l'avoir obtenu, je suis revenu à Paris pour faire mon doctorat en sciences économiques à l'université de Paris 9 Dauphine, avec spécialisation en banque et finance. Et après, je suis retourné aux États-Unis pour faire un diplôme postdoctoral à l'université de Harvard, où j'ai obtenu un diplôme donc, en leadership et management. Après avoir terminé toutes ces études, je n'ai jamais fait de politique. Je suis banquier. J'ai travaillé dans les banques commerciales et d'investissement à New York. J'ai travaillé à la JP Morgan Chase, qui est la plus grande banque du monde d'ailleurs, dans le Wall Street à New York. Après avoir passé quelques temps à la Citibank et puis à la Republic National Bank of New York, j'ai fait un total de 10 ans dans les banques commerciales d'investissement à New York, avant d'être recruté à la Banque mondiale où j'ai passé 30 ans. Et je suis sorti de la Banque mondiale en tant que directeur résident, couvrant plusieurs pays. J'ai été dans plusieurs pays en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, un peu partout. Mais sincèrement, je n'ai jamais occupé de poste politique. Donc je ne suis pas politicien. Je déteste les politiciens d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Avant, il y a quoi aborder point où le lobby aux politiciens. Un penseur avait dit l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce que l'homme a fait de ce qu'on a fait de lui. Vous avez été ça et là, docteur Natel Boye, spécialiste na Boye, au Navarre, au Grenoble, c'est bien bon. Mais votre apport par rapport à Mboka Nabiso Congo, na ba diplôme nous soro yozanango. À quoi vous êtes utile na Mboka Nabiso? Ba diplôme na yo et ça les Mboka nini du concret. Oui, j'ai fait plusieurs choses pour la République démocratique du Congo. D'abord sur le plan intellectuel. Je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui est une vision de développement pour développer le pays. Je montre à mes compatriotes, si nous travaillons ensemble en faisant 1, 2, 3, 4, nous allons dans 15 ans devenir un pays émergent, nous allons nous développer, créant des infrastructures partout en RDC, créant des emplois pour tout le monde, pour absorber les 85% des chômeurs que nous avons, créant une économie florissante et dotant le Congo d'une monnaie nationale crédible. J'ai mis en pratique l'une des idées dans mon plan Marshall. Lorsque le président Mzee Laurent Désiré Kabila était président de la République, il m'a fait venir. Il voulait que je sois gouverneur de la Banque centrale du Congo. Je suis venu, il m'a confié comme mission de réformer la monnaie congolaise. À l'époque, nous avions le Zaïre monnaie, qui ne valait absolument rien. Il était aussi mauvais que le franc congolais que nous avons aujourd'hui. Nous avons mis en place une commission de réforme de la monnaie. C'est moi qui co-présidais cette commission. On a conçu le franc congolais et nous avons lancé le franc congolais autour de $1 égal à 1,3 francs congolais. C'était un franc congolais fort, c'est-à-dire un franc congolais qui était l'équivalent du dollar. Malheureusement, je n'ai pas été associé à la gestion de la monnaie ou de l'économie après ça. On ne s'est pas entendu avec le président de la République à l'époque. Je suis rentré aux États-Unis. Je lui ai souhaité bonne chance, sachant que la monnaie allait se casser la tête. Et devinez quoi? J'ai le malheur de dire au peuple congolais que 2 décennies après, le franc congolais s'est cassé la tête. Aujourd'hui, le franc congolais, depuis ce temps-là, a perdu des valeurs 150 000%. C'est-à-dire que notre monnaie est devenue une monnaie de singe. Et d'ailleurs, quand vous allez en ville là, personne n'utilise le franc congolais réellement. Tout le monde utilise le dollar qui représente aujourd'hui 95% de l'économie du pays. Donc, ma contribution à notre pays a été de concevoir la monnaie, de lancer cette monnaie, même si elle a été mal gérée, de convaincre le chef de l'État à l'époque, de ne pas mettre sa photo sur les billets des banques. Vous vous rappelez quand Mobutu est parti, il a laissé les Zaïre monnaie avec ses billets partout. Il avait même placé sa photo sur le bâtiment de la Banque centrale. J'ai dit au président de la République à l'époque, ce n'est pas comme ça qu'on gère une monnaie dans un pays. Si vous voulez réussir, enlevez votre photo. Mzee m'avait compris, il avait accepté cette recommandation. Deuxième recommandation que j'avais faite pour mon pays.
À l'époque, la Banque centrale avait un conseil d'administration composé de 12 membres. Sur les 12 membres, 7 étaient des ministres. Les Badimani Moulumba, les Thomas Kanza, les Mawampanga, les Pierre-Victor Mpoy, ils étaient 7 dans le conseil d'administration de la Banque centrale. J'avais convaincu le président de la République que ce n'était pas de la bonne politique que d'avoir des politiciens dans le conseil d'administration de la Banque centrale. Il faut les sortir de là et avoir une banque centrale dont le conseil d'administration est composé simplement de techniciens. Le président de la République a dû suivre mon conseil. Et imaginez combien c'était difficile de le convaincre en parlant avec lui, en présence de tous les ministres, que je voulais qu'on sorte du conseil d'administration. Mais à la fin de la journée, j'ai eu raison et le président avait accepté ma recommandation. Je considère que rien que ces choses-là, c'est une grande contribution à la République. Si on m'avait suivi, on aurait un franc congolais aujourd'hui très fort. On ne m'avait pas suivi, nous avons une monnaie très médiocre. Et j'espère qu'on pourra la réformer bientôt pour qu'elle redevienne ce qu'on avait voulu qu'elle soit, c'est-à-dire un franc congolais aussi bon que le dollar et l'euro. Vous avez parlé de Florent Ibenge, je comprends mal les Congolais, vous savez, de 4 matchs joués, on n'a perdu qu'un seul match, mais nos joueurs ont connu toutes les insultes du monde, s'il vous plaît, franchement. Je ne sais pas ce qui représente le peuple congolais. Ce même Matampi nous a donné la victoire contre les Congo-Brazzaville, mais aujourd'hui c'est la bête noire. L'erreur est humaine, erreur au Manum Est. Souhaitons vraiment de bonnes chances à nos léopards. Prochainement, ils feront mieux. Revenons à notre mouton avec Dr Tchani. La Kabylie, 18 ans de pouvoir. Quelle est l'image que vous avez de cette Kabylie? Et on voit la même Kabylie dans l'union sacrée dont vous faites partie. Vous êtes de l'union sacrée. Mais la Kabylie qui a mal géré pendant 18 ans, et vous les reconduisez encore dans l'union sacrée, espérons les voir encore au prochain gouvernement. Un mot sur le régime qui vient d'être déchu. Le régime de Kabila a été l'un des médiocres que l'humanité n'ait jamais connu. Ils ont réussi à prendre un pays très riche et à en faire un pays très pauvre. Ils se sont enrichis eux-mêmes, à commencer par le président Kabila lui-même. Il est milliardaire en dollars, avec des concessions, plus de 120 concessions minières, y inclut l'île de Mateba au Bas-Congo. Il a plus de 123 entreprises évaluées dans des milliards de dollars. Tout ce qu'il a dû construire pendant qu'il était président de la République, il dit que ça lui appartient. Il est là. Ce monsieur a été un piètre gouvernant de la République démocratique du Congo. Donc ceux qui ont travaillé avec lui et qui continuent à chanter pour lui, à considérer que c'est leur autorité morale. Je voudrais dire simplement qu'ils n'ont pas de leçons à donner à qui que ce soit. Maintenant, nous avons constaté que le pays, depuis l'alternance au sommet de l'État, a été géré par une coalition. Le FCC de Joseph Kabila et le CACH que dirige donc le président Félix-Antoine Tshisekedi. L'expérience a montré que ce modèle de gestion-là avait exclu la grande majorité des Congolais, comme nous par exemple. On ne fait pas partie du FCC ni du CACH, donc la grande portion des Congolais a été exclue de la gestion du pays. Conséquence, pendant 2 ans, on a tourné en rond, on n'a pas réalisé de grands résultats sur le plan du développement économique et l'amélioration du niveau de vie de notre population. Maintenant, le président de la République, après des consultations populaires, il a mis fin à la coalition FCC-CACH, il a dit qu'il va mettre en place l'union sacrée de la nation. Je fais partie de l'union sacrée de la nation. Moi, j'adhère à cette idée-là pour la simple raison que je considère, quand on gère un pays en excluant une partie de la population, on ne peut pas réussir. Maintenant, on ouvre les portes pour recevoir tout le monde, les bons et les mauvais. Venez tous dans le bateau. Il y en a qui vont être sur le terrain en train de jouer, mais d'autres vont être au stade en train d'applaudir pour appuyer ceux qui jouent. Mais cela ne veut pas dire que l'union sacrée, c'est une blanchisserie. Vous avez commis des crimes, vous avez connu des détournements de fonds publics, des mauvaises gouvernances, des prédations des ressources naturelles. Vous entrez dans l'union sacrée, cela ne fait pas de vous donc quelqu'un de neuf, de propre, avec une nouvelle vision. Vous venez, on vous accepte parce que vous êtes Congolais, mais lorsqu'il faudra désigner les animateurs de la République, je recommande au chef de l'État d'être sélectif, d'aligner ceux qui n'ont jamais participé à la mauvaise gouvernance du pays, qui ne viennent pas avec des antécédents, des mauvais exemples à apporter au niveau de la gestion du pays. On peut sélectionner les nouveaux et les propres. D'ailleurs, je recommande au chef de l'État de ne plus prendre ceux qui ont été des ministres, qui ont été des mandataires avant. Ils ont fait leur temps. Nous sommes 100 millions de Congolais. Trouvez dans les 100 millions de Congolais, dans chacun des domaines, trouvez des gens propres, des gens neufs qui n'ont jamais été mêlés à la gestion donc, du pays, à la mauvaise gestion du pays. Si vous avez participé à la gestion du pays et que vous êtes propre, on peut vous aligner.
Mais si vous avez participé à la gestion du pays et que vous n'avez pas donné des résultats probants, le président de la République devrait choisir les meilleurs et les autres vont être dans le train ou dans le stade en train d'applaudir ceux qui sont sur le terrain. Donc voilà comment moi je vois les choses avec l'union sacrée de la nation. Tout le monde à bord, mais tout le monde ne doit pas être sur le terrain en train de jouer comme étant le numéro 11 ou le numéro 9 ou bien de notre équipe nationale. Qu'on sélectionne les meilleurs qui n'ont jamais été trempés et que les autres viennent au stade pour pouvoir applaudir pour eux. Je suis la voix des sans-voix. Il y a de ceux qui disent que Julino Makelele, ministre du Média, c'est vraiment... il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Les gens souhaiteraient même de revoir Lambert Mende, ministre du Média. Un mot. Bon, je ne vais pas personnaliser le débat. J'ai une relation particulière avec Lambert Mende parce que il était secrétaire particulier du ministre Ndielo Mpenge Osako qui m'avait donné la bourse d'études. Donc au moment où j'obtenais la bourse d'études du conseil exécutif, c'est Lambert Mende qui a dactylographié avec ses 2 doigts l'attestation des boursiers qu'il m'avait donc remise au nom donc du ministre. Donc j'ai toujours cette relation particulière. Mais je voudrais quand même attirer l'attention. Je suis parti étudier avec une bourse qui m'a été remise par le gouvernement à l'époque et Lambert travaillait déjà pour le ministre à l'époque. Je reviens, il n'est pas normal qu'il soit toujours candidat pour être ministre. Peut-être qu'il est temps qu'il fasse autre chose. C'est un homme intelligent, brillant, qui sait manipuler la langue, qui sait défendre la République ou le régime qui le représente. Des faussetés. Ce qui est intéressant avec Lambert Mende, il peut dire des vérités, il peut dire des mensonges, des faussetés, des contre-vérités, mais il le dit avec conviction. Et il convainc tout le monde. Je voudrais le saluer pour cela. Mais je pourrais donner le conseil au président de la République. Il y a des noms comme ceux-là, par exemple, qui sont très bons dans leur domaine. Malheureusement, si vous les alignez, le gouvernement perd crédibilité immédiatement. Donc il faudrait que le président de la République utilise sa sagesse pour sélectionner les 9 et les meilleurs. Peut-être que les Lambert Mende peuvent encadrer ceux qui seraient donc sélectionnés dans le gouvernement en ce moment-là. Nous continuons toujours notre tâche. Je crois que le gouvernement Ilunkamba est démissionnaire, mais nous voyons aussi certains ministres qui ont très bien travaillé. Est-ce que ça sera possible qu'avec l'Union sacrée, au prochain gouvernement, qu'on puisse reconduire ces ministres qui ont très bien travaillé? Je citerai Sylvain Mutombo, je citerai d'autres, ou qu'on change tous les gouvernements? Non, je n'ai pas dit qu'il faut changer tout le monde. J'ai dit simplement que le président doit évaluer chacun pour déterminer si sa contribution a été positive à l'action gouvernementale et au pays ou pas. Ceux qui ont bien travaillé, bien sûr qu'il faut donc les récompenser. Il faut qu'on ait un système de méritocratie, c'est-à-dire de mérite. Ceux qui ont mérité, qui ont bien travaillé, on les récompense en les reconduisant ou bien en les affectant à autre chose. Il n'est pas dit qu'il faut changer tout le monde. Du coup, il faut qu'il y ait donc continuité de l'État. Donc, je laisse là donc à la sagesse du président de la République de faire l'évaluation de chacun des ministres. J'en profite d'ailleurs pour lancer un message. Lorsque le chef de l'État va mettre en place une nouvelle équipe de l'exécutif national, il faut mettre en place un système d'évaluation permanente. C'est-à-dire tous les 3 à 6 mois, évaluer l'action des mandataires de l'État, des ministres, pour déterminer s'ils travaillent bien et ils sont en train de réaliser la vision du chef de l'État sur le plan du développement ou pas. S'ils ne travaillent pas, il faut les enlever aussitôt que possible. Il ne faut pas attendre la dernière minute après 2 ans, 3 ans pour constater qu'on a échoué. Donc, le système d'évaluation permanente va permettre donc de pouvoir dégager ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent pas bien pour les remplacer donc avec d'autres personnes. Bien sûr, en prenant tout cela avec beaucoup de réserves, étant donné qu'il ne faut pas déstabiliser l'institution gouvernement à tout moment en changeant des gens de façon intempestive. Il faut laisser les gens travailler comme il se doit, si on a l'indication qu'ils sont sur la bonne voie. Mais si on estime que la personne est totalement incompétente dès le départ, il faut savoir donc s'occuper de cette personne-là. Le 1er février 2017, le Congo a perdu un grand homme, à la personne d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous sommes aujourd'hui le 1er février 2021, 4 ans déjà qu'il nous a laissé. Quelle est l'image que vous avez de cet homme, Etienne Tshisekedi Wamulumba? Moi, je garde un très bon souvenir du président Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, que je connais depuis des décennies. Je vous informe que je faisais partie des gens qui avaient lu la lettre des 13 parlementaires avant qu'elle ne soit finalisée et qui avaient fait des commentaires donc là-dessus. Et je fais partie aussi des gens à qui Etienne Tshisekedi, Ngalula Mpandangila et Makanda, Chambou Makanda avaient remis la copie
original de la lettre des 13 parlementaires que j'ai amenée en Europe dans mes valises. Et on m'avait demandé de la remettre à Colette Brackman et à Corneille Moulumba. Et quand je suis arrivé en Europe, j'ai appelé Corneille Moulumba qui était à Liège, qui m'a amené à Bruxelles rencontrer Colette Brackman, et je lui ai remis donc la copie de la lettre. Au même moment qu'on arrêtait les parlementaires ici, la lettre était déjà sortie, elle était sortie avec moi, dans mes valises. Et depuis ce temps, j'ai entretenu des relations très étroites avec lui. Chaque fois que je venais, j'allais à l'Imité, je le rencontrais avec les Marcel Mbayo, avec les Marcelo, avec les Martin Chibangu et consorts. Et donc, je connais Étienne Tshisekedi de première main. Et chaque fois qu'il venait aux États-Unis, je fais partie des gens qu'il accompagnait dans des réunions. Je l'ai accompagné dans des réunions à New York avec les congressmen à l'époque, Steven Solaz, avec les congressmen, le noir américain, j'oublie donc le nom, qui est mort tout récemment. Bon, le nom m'échappe. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes avec Johnny Carlson, le sous-secrétaire d'État aux Affaires africaines. J'étais dans cette réunion-là avec Maman Marthe, avec le représentant à Washington, Pierre Kangou Kalala, avec Fabien Kalala, qui est aujourd'hui donc dans l'entourage donc du président de la République. Donc j'ai toujours été dans les sièges donc du président Tshisekedi. Mais je garde quelque chose à l'esprit que peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas de lui. Pendant le dernier voyage qu'il était à Washington, je reçois un coup de fil de Pierre Kangou Kalala, qui était le représentant de l'UDPS là-bas. Et j'étais dans mon bureau. Il me dit, le président Tshisekedi veut te voir tout de suite à l'hôtel Hyatt où il est resté. Je suis parti de mon bureau, j'ai laissé mon bureau ouvert, pensant que j'allais revenir dans quelques minutes. J'arrive, je vois le président avec Maman Marthe. Et le président me dit, où est ta voiture? Je dis, bon, ma voiture est là. Il dit, bon, on va prendre ta voiture. On entre dans la voiture, je ne savais pas où on allait. C'est là qu'on me dit que nous allons partir à New Jersey. Il avait des rendez-vous à New Jersey, c'était notre État. Pour aller de Washington, il faut traverser l'État du Maryland, aller en Virginie, aller à Delaware, l'État de Joe Biden, arriver en Pennsylvanie et arriver à New Jersey. Ça nous a pris à peu près 3 heures pour arriver là-bas parce qu'il y avait beaucoup de trafic. En cours de route, je découvre quelque chose du président Étienne Tshisekedi. Il y avait une chanson religieuse, une cassette qu'on jouait, je ne connais pas cette chanson-là par cœur. Et il demandait qu'on jouait cette chanson. Chaque fois qu'on arrivait à la fin, il demandait qu'on rejoue encore la chanson. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui-même, il chantait. Et il faisait souvent comme ça, dans la voiture. Donc, moi, je découvrais qu'il était très croyant, très religieux. Et nous sommes arrivés, on a passé donc la nuit à New Jersey, dans le même hôtel, on a pris le petit déjeuner ensemble. Le jour suivant, on est revenu. Et quand on est revenu avec lui, c'était la même chose avec cette chanson-là. Je vais demander le titre de la chanson à Maman Marthe pour que je puisse me rappeler de ça. Et on l'a accompagné au département d'État. Au département d'État, on a rencontré Johnny Carlson, qui était le sous-secrétaire d'État aux Affaires africaines. Le président avait soulevé les préoccupations quant à la transparence dans le processus d'élection ici. Il disait, au lieu d'aller me présenter et pour que quelqu'un puisse manipuler les résultats et dire qu'il a gagné, autant ne pas me présenter. Mais Johnny Carlson, au nom du gouvernement américain, lui avait dit, allez vous présenter. Si vous gagnez, nous allons, nous, Américains, faire tout pour que vous soyez président de la République. C'est comme ça qu'il est venu se présenter. Et alors, Mouzitou? Mouzitou, j'ai toujours considéré que c'est quelqu'un qui n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit. Il a été Premier ministre pendant littéralement 4 ans, aux côtés de Joseph Kabila. Quels sont les résultats qu'il nous a donnés? Nous entendons qu'il a des milliers de maisons acquises pendant qu'il était à la primature et que la gestion, la gouvernance n'a pas été la meilleure. Mais quand je l'entends parler après qu'il ne soit plus Premier ministre, on a l'impression qu'il est sorti du couvent et qu'il est tellement sain qu'il ne peut pas faire du mal même à une mouche. Je n'ai pas beaucoup de considération pour les gens qui ont eu l'occasion de gérer, qui n'ont pas prouvé pendant qu'ils étaient dans la gestion, qu'ils étaient animés de bonnes intentions pour créer le Congo que nous voulons tous, au profit de tous. Ils donnent des leçons après qu'ils ne soient plus au pouvoir. Donc si on leur donne l'occasion de revenir au pouvoir, ils vont faire la même chose qu'ils ont fait avant. Et Mouzitou n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit.